Plectrude? Oui, Jean-Childebert? Oui, c'est bien moi, fais-moi la bise. Dites donc, vous êtes vraiment très jolie. Alors comme ça, vous êtes Made in China? Oui. Et j'ai vu sur votre profil Facebook que vous gagnez beaucoup d'argent. J'en gagne énormément. Assez pour m'acheter une grosse cylindrée avec des sièges en cuir de saumon. Oh, vraiment? Du saumon? Ça me rend toute chose. Vous savez, j'ai mis un joli cœur et des barésies rien que pour vous. Oh oui, mais ils sont tellement doux. J'ai envie de les recouvrir de miel et de les lécher de... Mais arrêtez, mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, mais qu'est-ce qui nous a... Oh, d'accord, encore. Oh oui, c'est bien ça. Oh oui, vas-y, continue. Oh, oui, tu vas voir, toi. Oh oui. Il aime bien son papa, sa maman aussi. Il paraît qu'on ne peut pas vivre sans amour et que l'on pourrait presque s'en contenter, avec un peu d'eau fraîche de temps en temps, bien sûr. La société nous abreuve d'amour. Depuis tout jeune, nous sommes priés de croire en sa force et en son évidence. Après tout, pourquoi pas? L'idée est plutôt attirante. Dans la culture populaire et académique, l'amour est omniprésent et souvent sous la même forme. De Roméo et Juliette aux films hollywoodiens, les conceptions sont la plupart du temps équivalentes et laissent une empreinte difficilement effaçable. L'imaginaire collectif nous peint deux êtres soudainement frappés par la volonté arbitraire, toute puissante et indubitable de l'amour. Ils doivent alors affronter les pièges que leur tend la vie pour permettre à leur passion de s'exprimer au grand jour quand l'adversité n'est pas trop grande. Les aventures précédentes s'avéreront alors n'avoir été que des égarements, ou au mieux des préparatifs au seul et unique amour, source d'un mariage heureux, long et fécond. Pendant notre jeunesse et même plus tard, tout nous porte à croire qu'une vie réussie est impossible sans avoir trouvé l'amour de sa vie, sa moitié, son âme sœur. Dès les bancs de l'école, la plupart d'entre nous rêvent de jouer au petit couple avec la première personne populaire venue. Les baisers sont alors fougueux, si ce n'est baveux, et l'imitation des modèles, encore peu assurée, peut prêter à rire. Mais, à l'âge adulte, les choses ne sont finalement pas tellement différentes. Avec nos grandes cérémonies de mariage, nos repas aux chandelles et nos boîtes de chocolat en forme de cœur, nous tâchons tous d'imiter au mieux les archétypes qui nous sont présentés. Il faut dire qu'ils sont, dans nos esprits, synonymes de bonheur, d'accomplissement et de réussite sociale. Lors du débat sur le mariage gay, par exemple, beaucoup de médias affirmaient que les homosexuels auraient enfin, par la grâce du mariage, droit au bonheur, comme tout le monde. Tout cela est très codé et la formule de l'amour semble facilement déchiffrable. Il faut dire que ces archétypes sont ancrés dans notre culture depuis bien longtemps. Déjà avec Platon et son célèbre banquet, dialogue fictif où chaque personnage propose un éloge de l'amour, le mythe d'Aristophane a marqué les esprits. Pour lui, le pouvoir d'Éros est sans égal. Auparavant, les hommes étaient sphériques, avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages sur une tête unique. Ils étaient tellement puissants et orgueilleux qu'ils menaçaient de prendre la place des dieux. Ceux-ci, pris de peur, les punirent alors en les coupant en deux. Depuis, nous ne serions que des êtres inachevés, constamment à la recherche de la moitié qui nous manque. Sans avoir nécessairement lu Platon, notre vision de l'amour est donc bien souvent platonicienne. Dans une certaine mesure, du moins, car si nous avons retenu le discours d'Aristophane, le personnage de Socrate, de son côté, regrettait le manque d'objectivité et de questionnement des éloges proposés par les autres convives et préférait la vision de Diotime, sa maîtresse de philosophie. Pour mieux comprendre le sujet, il nous faut encore une fois revenir aux fondements judéo-chrétiens de notre société. N'en déplaise aux aspirants libres penseurs, il est primordial de bien cerner d'où nous venons pour savoir où l'on veut aller. Beaucoup de sociétés reposent sur des fondements différents de notre modèle, basés sur le couple monogame exclusif et sa progéniture. La chose n'est donc pas aussi naturelle et simple qu'on se l'imagine généralement. Le mariage dans sa conception judéo-chrétienne n'est qu'un système parmi beaucoup d'autres, mais a grandement influencé notre imaginaire.
Probablement mise en place dans le cadre d'une vision plus élargie de la société, cette institution permettait des choses telles que les alliances familiales, la protection des enfants ou encore la figure paternelle. Aujourd'hui encore, malgré un nombre de divorces en constante hausse, beaucoup de conjoints restent ensemble uniquement en vue de protéger des enfants qui, bien souvent dans nos sociétés, vivent mal la séparation de leurs parents. Nos conceptions habituelles de l'amour proviennent donc en grande partie de schémas créés il y a longtemps en vue de faire fonctionner la société. Il y a donc une dose d'arbitraire dans ces conceptions et les codes semblent artificiels. Mais une fois épurés de ces codes, que reste-t-il de l'amour? Le concept est finalement très flou. Il faut dire que le terme renvoie à tellement d'idées qu'en rechercher une définition claire semble voué à l'échec. Du coup de foudre à l'amour du prochain, de l'amour de l'art à l'amitié, de l'amour de son chien à l'amour du chocolat, les approches sont larges et créent un embarras dont on se défait difficilement. Un peu à notre manière, les Grecs distinguaient comme nous l'amour charnel, qu'ils appelaient Eros, et l'amitié appelée Philia. Maintenant, quand on parle d'amour, on évoque la plupart du temps la relation amoureuse. Elle est souvent conçue comme une amitié mêlée de sexe. Mais cela est-il vraiment aussi simple? Le coup de foudre, est-ce de l'amour ou est-ce du désir? L'amour se construit-il avec le temps, comme dans une amitié profonde et sincère? L'amour est-il subi ou volontaire? Pour le penseur pessimiste Schopenhauer, la distinction importait finalement peu. Désir et amour n'étaient pour lui qu'une illusion de la volonté, nous poussant simplement à perpétuer l'espèce. Il serait regrettable de s'en arrêter là et de passer sous silence des pans entiers de notre existence, tout en faisant mine d'ignorer leur importance. Toutes ces problématiques sont complexes et leur fondement est peut-être simplement biologique, mais elles jouent un grand rôle dans notre vie. Elles méritent donc qu'on s'y attelle en profondeur. La distinction entre Philia et Eros est à la base de nombreuses difficultés que chacun a pu rencontrer au cours de sa vie. Nous nous sommes tous demandé s'il fallait coucher pour aimer, si l'amour était vraiment durable ou si le train-train mortifère ne s'installait pas inexorablement dans les couples. Combien de pièces de théâtre de boulevard, de films d'amour et de discussions passionnées avec nos amis reposent justement sur cet amalgame bancal entre amour et sexualité et basent leur intrigue sur la tromperie et le cocufiage. Bien souvent, la personne trompée ne se sent plus aimée et celle dont le désir s'émousse doute de ses sentiments. Aimer vraiment, ce serait désirer sexuellement une seule et même personne. Un contrat tacite d'exclusivité se lit souvent entre deux êtres qui couchent ensemble pour la première fois. Pourtant, la fidélité semble bien rare, et aborder les choses de cette manière peut vite réduire l'amour à un attrait fugace qui laisse rapidement la place au doute, à la jalousie et à la possessivité extrême. Bien évidemment, l'amour ne se résume pas à la vie de couple. Comme nous l'avons vu, le terme recouvre un grand nombre de concepts très hétéroclites. Le fait qu'ils se chevauchent nourrit encore la confusion. Que penser, par exemple, de l'injonction divine nous exhortant à aimer notre prochain comme nous-mêmes? Cela a laissé plus d'un croyant perplexe. Après tout, les sentiments ne se commandent pas. Certaines dépressions postpartum le montrent bien. Nous voudrions tous aimer inconditionnellement, mais cela est-il seulement possible? Les Grecs peuvent ici encore nous aider grâce à leur concept d'agapé. L'agapé ou charité repose sur l'empathie, mais elle est également un amour construit. Elle est basée sur des réflexions éthiques poussées ou sur des règles morales solides. Elle se travaille en vue d'un apaisement des relations sociales, d'une vie plus sereine sur Terre ou même dans l'au-delà selon la Bible. Bien définir les termes permet d'éviter pas mal de mésententes. Ainsi, mon yaourt fruit ne se fera plus d'illusions quand j'évoquerai mon amour pour lui. Cela peut surtout éviter à de nombreuses personnes un grand nombre de malaises, liés à leur impossibilité de rentrer dans nos cases. Il existe des personnes qui ne ressentent pas l'amour tel qu'il nous est continuellement présenté, et qui s'interrogent sur leur humanité ou même sur leur santé mentale. L'absence de désir des asexuels conduit certains à les croire incapables d'aimer. Pourtant, en mettant de côté nos a priori, se mettre à leur place nous permettrait sans doute de questionner nos fonctionnements. Où commence donc l'amour et où commence la sexualité? Nos modèles sont-ils universellement viables? Il n'est malheureusement pas rare de voir des couples s'enfoncer dans des schémas qui ne leur conviennent pas, simplement par peur du « qu'en dira-t-on ». Certains d'entre nous sont attirés par plusieurs personnes, ont honte d'eux-mêmes et s'inquiètent de leur loyauté et de leur constance.
La polygamie est très mal vue dans notre société, probablement parce que son image est attachée à celle de la polygynie, et donc à une inégalité, voire à une certaine violence faite aux femmes. Pourtant, il est parfaitement envisageable d'aimer plusieurs personnes. Les polyamoureux aiment plusieurs personnes en même temps, mais peuvent être totalement fidèles entre eux. Les libertins, quant à eux, en déclarant clairement à leur partenaire leurs désirs, ne trompent finalement personne. Ces différents modèles montrent que la communication et la franchise sont la clé pour éviter les dérives, les souffrances et respecter au mieux les personnes qui nous accompagnent dans notre vie. Même sans être polyamoureux ou libertin, tout le monde gagnerait à exprimer clairement ses attentes et ses peurs. Une réflexion personnelle et une communication sincère et respectueuse semblent donc encore une fois être la porte d'accès à une vie plus épanouie. L'amour se travaille et n'est jamais figé. Il nous est souvent vendu comme un sort tombé du ciel et subi pour le meilleur comme pour le pire. Pourtant, il varie selon les personnes, les désirs et le temps. La norme, dans une société en mutation, où l'humain a de plus en plus de liberté de conscience, est souvent pris comme garant moral. Mais au vu des malaises que cela provoque, la construction d'une éthique solide, tout comme dans les cas du genre et de la sexualité, est primordiale. Celle-ci pourrait reposer sur une interrogation réelle, la compréhension de nos partis pris et de nos désirs, mais surtout sur le respect de l'autre. Pour cela, l'étude, la réflexion, la sincérité, la transparence et la vraie communication sont les principales voies à envisager. Aimer est l'expérience la plus fondamentalement morale et éthique qui soit. Que l'amour soit charitable, amical, amoureux ou tout cela à la fois, il permet une communion pleine d'enseignements sur la vie et sur nous-mêmes. L'amour n'est jamais le même, car il est la rencontre de singularités qui ont eu la chance de se croiser durant leur périple solitaire. Il donne la possibilité d'affronter l'altérité de manière constructive pour grandir et faire évoluer les autres. Aimer, ce n'est pas seulement une expérience éthique, c'est également une expérience métaphysique majeure, source de questionnements féconds sur les différents aspects de nos vies. Aimer, c'est surtout percevoir en l'autre tout l'indicible et tous les mystères qui nous habitent et que nous pensions être les seuls à vivre. L'amour est là une voie d'accès essentielle à la découverte de l'autre et de nous-mêmes. Que nous nous épanouissions dans les modèles actuels ou non, nous devons l'interroger en toute sincérité pour en apprécier toute la profondeur. Il est impératif d'aimer réellement et sincèrement. Pour cela, questionnons nos aspirations et respectons l'altérité sans laquelle cet incroyable élan est impossible. Nous pourrons alors enfin inventer avec nos partenaires une multitude d'amours véritables.